Mais qu'est-ce qui fait avancer les bénévoles de l'enseignement catholique? Depuis des décennies, des siècles, ils se battent et continuent de se débattre pour... Mais pourquoi justement? Ou pour qui? À 14 ans, on a bien d'autres chats à fouetter et bien d'autres domaines à explorer. Pourtant, lorsque Victor contemple sa mère, affairée sur les comptes de l'école Sainte-Anne, sa curiosité l'emporte sur l'appel subliminal de la console de jeu. Pour un temps, sans doute. Ce film raconte sa petite quête et ses grandes découvertes, comme par exemple celle de la chaîne que forment, de génération en génération, les bénévoles qui se succèdent au sein des OGEC. Une chaîne pour être libre. Bonsoir. Bonsoir. Cool, les gâteaux. Ils sont juste pour moi? Non, pas juste pour toi. Laisse-en pour tes frères et sœurs, s'il te plaît. C'est pour ton boulot? Non. Ce sont les devis pour la rampe d'accès handicapée devant l'école. Tu t'éclates? Ah, c'est ça, oui, je m'éclate. C'est bon. Et pourquoi est-ce que tu fais ça? Parce qu'il faut bien le faire. Et qui le faisait avant toi? Un autre bénévole. Et encore avant? Un autre encore, je suppose. Non, mais je sais. Il est presque une heure. Il est presque une heure. Monsieur, je peux vous poser une question? Ça, tu peux toujours, Victor. Est-ce qu'il y a toujours eu des bénévoles dans l'enseignement catholique? Ça fait longtemps, en tout cas. Même si on ne les appelait pas comme ça autrefois. Et pourquoi il y en a? Écoute, ça, tu me prends un peu de cours, mais ce que je peux te dire comme ça, d'emblée, c'est que dans la petite commune où je suis né, ce sont les habitants qui ont construit bénévolement l'école. Mon père, qui était agriculteur, m'a raconté que la première chose à quoi il servit son premier tracteur, à la Société française de Vierzon, c'était à transporter des parpaings pour l'école. À l'époque, au lendemain de la guerre, ça n'allait pas fort en Bretagne. Nous étions en retard à peu près sur tout. Les routes, les équipements, l'instruction. Alors, on a vu naître et se développer progressivement un formidable courant d'énergie, largement animé par les mouvements de jeunesse de l'Action catholique. La jeunesse agricole chrétienne, la jeunesse étudiante chrétienne. Ils se réunissaient pour réfléchir ensemble aux moyens d'améliorer la condition des gens, de leur rendre leur dignité. Il y avait du dynamisme chez ces gens-là, qui s'est communiqué à toute la Bretagne, et c'est ce qui lui a permis de rentrer dans la modernité. On a appelé ça ensuite le miracle breton. Et tous ces bénévoles ont mis l'école au premier rang de leurs priorités. Aujourd'hui, si l'Académie de Rennes est depuis plus de 20 ans la meilleure de France quant à ses résultats, c'est en partie à eux qu'elle le doit. Voilà, c'est au moins un début de réponse. C'est un sujet qui t'intéresse? Non, non, pas particulièrement. C'était juste comme ça. D'accord, d'accord. On en reparlera, hein. Merci. Au revoir.
ce clocheton avec cette reprise de charpente qu'il faudra reprendre. La reprise de toiture voilà, aussi. Reprise de toiture, démoussage, reprise de la charpente, reprise bien sûr, remaniage complet de la toiture. Le clocheton doit dater de l'école, 1854, c'est pas mal. Et on va se retrouver avec, à vérifier la fixation de la croix là-haut. Tiens, là, la vieille chouette. Ah, Victor, j'ai pensé à toi. J'ai compilé quelques documents sur l'histoire du bénévolat dans l'enseignement catholique. Je te les passe, tu me les rendras plus tard. Puis il y a aussi une petite note explicative. Voyons, c'est quoi ce document en plus? N'importe quoi. Victor, je te remercie de ta question de l'autre jour. Elle m'a interpellé. Et comme la vieille chouette, et surtout un vieux rat de bibliothèque, j'ai fait quelques recherches sur le sujet. Le terme de bénévole est en soi assez récent, mais il recouvre une réalité ancienne, celle des personnes de la société civile, laïque, qui ont participé à l'essor, à la promotion ou à la défense de l'école catholique en donnant ce qu'elles avaient. Du temps, de la main-d'œuvre, du savoir-faire ou encore de l'argent. Sans remonter à Charlemagne, on en voit déjà un exemple au XIXe siècle, lorsque les familles se mobilisaient dans les campagnes bretonnes pour construire les écoles. Celles de garçons, des frères de Plohermel, ou celles de filles, des sœurs de l'Immaculée Conception de Saint-Main, pour ne citer que ces deux congrégations. En matière d'égalité, d'égalité des sexes en particulier, les Bretons n'ont pas été en retard. En 1850, les filles qui fréquentaient l'école étaient pratiquement aussi nombreuses que les garçons. Presque toutes étaient dans des écoles tenues par les sœurs et construites grâce aux dons des familles aisées, aux souscriptions volontaires et à la main-d'œuvre bénévole des paroissiens. Ce souci des Bretons de l'accueil de tous au sein des écoles catholiques, filles et garçons, mais aussi riches et pauvres, citadins et ruraux, ne s'est jamais démenti. C'est toujours avec enthousiasme qu'ils ont répondu, dans les années 1930, à l'appel de Monseigneur Minien, archevêque de Rennes, qui leur demandait de construire des écoles, avec l'aide des congrégations, dans toutes les paroisses du diocèse. Dans toutes les paroisses. Quand on pense qu'à l'époque, qui n'était pas encore celle de la mixité, il en fallait systématiquement 2 par clocher. Et ils ont eu à cœur de les entretenir, leurs écoles. Regarde la carte de l'île-et-Vilaine telle qu'elle est aujourd'hui. 350 établissements catholiques. 350 262 écoles. 46 collèges. 30 lycées d'enseignement général, technique et agricole. Tu imagines les générations d'anonymes qui se sont dévoués pour que toutes les familles puissent continuer à faire ce choix de l'enseignement libre. Le résultat est là. Plus de 40% des élèves sont scolarisés dans l'enseignement catholique d'Ille-et-Vilaine et on estime que 80% des familles y ont ou seront amenées à y avoir un enfant. Victor, si tu te dépêches, je te dépose au collège. Je vais pas au bureau, je passe d'abord à la banque déposer les chèques de contribution des familles. Pourquoi on paye l'école?
Pour entretenir les bâtiments, pour entretenir les classes, ça sert à ça la contribution. Et c'est cher? Toujours trop. Mais en fait, il y a plusieurs tarifs, les gens choisissent en fonction de leurs moyens. Il y a même une famille qui n'a pas beaucoup d'argent, à qui on a fait un tarif ultra spécial. Mais c'est pas normal pour les autres. Si, tu voudrais pas que dans une école catholique, on refuse les enfants parce que leurs parents n'ont pas les moyens de payer. Ça ne serait pas normal. Mais comme la contribution est indispensable, on organise la solidarité. Tu vois, Victor, si le réseau de l'enseignement catholique est aussi important chez nous, c'est parce que les gens se sont battus pour rester libres, pour avoir le choix d'y scolariser leurs enfants. Ah, la liberté! Que de combats pour la préserver. À partir de 1886, avec la loi Goblet, et au début du XXe siècle, l'offensive contre cette liberté prit la forme de lois qui interdirent aux congrégations d'enseigner quand elles ne leur interdirent pas d'exister, tout simplement. Cet extrait d'un arrêté municipal t'en dit long sur l'état d'esprit qui animait certains politiques. Considérant qu'il n'est pas juste de laisser le clergé bénéficier d'un régime de faveur lui permettant de se soustraire aux obligations que supportent tous les autres citoyens. Considérant que le clergé est un groupe de fonctionnaires, qu'il importe particulièrement, en raison de leur nombre, de leur indiscipline naturelle et de la nature même de leurs fonctions complètement inutiles au bien de l'État, de les rappeler en toutes choses au respect absolu de toutes les lois. Considérant en outre que si le costume spécial dont s'affublent les religieux peut favoriser leur autorité sur une certaine partie de la société, il les rend ridicules aux yeux de tous les hommes raisonnables, et que l'État ne doit pas tolérer qu'une catégorie de fonctionnaires serve à amuser les passants. Dans notre région, nombreuses furent les pétitions, les manifestations dans la rue, déjà, et même les motions de soutien de conseils municipaux en faveur des frères et des sœurs enseignants. Tu vois, sur cette couverture du journal L'Illustration, que les femmes étaient en pointe, comme toujours. En août 1902, le petit journal relate la manifestation populaire à laquelle a donné lieu l'expulsion des sœurs du Saint-Esprit de l'école paroissiale Saint-Julien de l'an dernier. Mais cela ne suffit pas. Il fallut alors trouver des subterfuges. Par exemple, les frères et les sœurs remisaient leurs soutanes et leurs voiles et se présentaient comme monsieur ou madame Intel. De cette façon, ils poursuivaient leur œuvre d'enseignement avec la complicité de la population et, bien souvent, des autorités locales. Un autre coup, plus dur encore sans doute, fut porté par la loi du 9 décembre 1905 à l'initiative du radical anticlérical Émile Combes, avec la confiscation des biens de l'Église et donc des établissements d'enseignement catholique. Là encore, les manifestations d'opposition à l'administration des domaines, qui rentraient dans les écoles grâce au renfort de la troupe, n'eurent que peu d'effet. Alors, l'esprit de résistance de toutes ces bonnes volontés, qu'on n'appelait pas encore des bénévoles, s'est manifesté autrement. Dans la rapidité, parfois spectaculaire, avec laquelle ils reconstruisirent les écoles, collèges et lycées qui leur avaient été enlevés par la force. À cet égard, l'histoire de notre propre établissement, Saint-Vincent, est exemplaire. Sais-tu que le premier collège Saint-Vincent, qui a été fondé en 1842, est devenu, après qu'il eût été confisqué, le lycée Jean Massé, dans la rue du même nom, à côté de la faculté de droit? Eh bien, 7 ans seulement après la confiscation, en 1912, était inauguré l'actuel Saint-Vincent. Tu le vois, il est encore plus grand, plus beau. Mais l'unité de style avec le premier Saint-Vincent est évidente, avec cette inspiration italienne si singulière dans son environnement.
comme s'il s'agissait de marquer la continuité, en dépit des avatars de l'histoire. Comme si, en considération de l'importance de la mission de l'enseignement catholique, qui transcende les époques et les régimes, la confiscation n'était en définitive qu'une péripétie. Plus prosaïquement, je crois pour ma part, que de reconstruire quasi à l'identique, c'était aussi s'offrir un joli pied de nez vis-à-vis de ceux qui pensaient mettre à bas un emblème de l'enseignement catholique d'Ille-et-Vilaine. Et l'histoire de notre département fourmille d'exemples similaires. Beaucoup plus récemment, au début des années 1980, il a fallu essuyer un assaut au moins aussi violent. Le gouvernement de l'époque et son ministre de l'Éducation nationale, Alain Savary, élaborèrent un projet de loi qui visait à la création d'un grand service public unique et laïque de l'éducation nationale. En clair, il s'agissait de mettre à mort l'enseignement catholique. Le mouvement qui s'en est suivi est sans équivalent dans l'histoire de notre pays. Dans toute la France, les manifestations ont été massives, en particulier à Rennes, où on comptait plus de 300 000 manifestants le 19 février 1984. La montée en puissance continua. Ils furent 850 000 à Versailles le 4 mars. Le point d'orgue fut la manifestation du 24 juin à Paris, où les militants de la cause de la liberté convergèrent de toutes les régions pour former un cortège d'au moins 1 500 000 personnes. Du jamais vu, te dis-je. Regarde ces affiches de l'époque, et en particulier celle-ci. Je la trouve très expressive. Tu te doutes bien qu'une telle mobilisation n'aurait pas été possible sans ce réseau formidable de relais d'opinion que forment les bénévoles de l'enseignement catholique. Sans cette imprégnation de la société au plus intime dont l'enseignement catholique bénéficie grâce à eux. Maman, t'es la meilleure. Je me demande ce qu'il me vaut cet épanchement sentimental. Je trouve ça suspect. À ce soir. Monsieur, je suis vraiment désolé, j'ai oublié vos documents. Oh bah c'est pas grave, tu peux les garder, j'en ai fait des copies. Mais en fait, je trouve que le sujet mériterait qu'on s'y intéresse sérieusement, mais c'est grâce à toi. Qu'est-ce que t'en as pensé? J'ai bien vu comment, grâce aux bénévoles, l'enseignement catholique est ce qu'il est aujourd'hui. Mais j'ai du mal à comprendre comment ça marche vraiment. Avec des bénévoles, des salariés, ça a l'air compliqué. Pourquoi le pape ou le Vatican gère pas tout ça en direct? Je crois que le pape a déjà quelques petites occupations qui l'empêchent de s'ennuyer. C'est vrai, c'est subtil. C'est un peu une représentation de l'idéal chrétien. Ça repose sur l'idée que chacun a quelque chose à donner, à apporter. Que les gens sont liés entre eux par quelque chose qui dépasse leurs intérêts personnels. Pour qu'ils fassent alliance. Ça suppose de la bienveillance, de la confiance réciproque, de la fraternité, quoi. Il faut prendre le temps de s'écouter. C'est long. Ah, pour les bénévoles aussi, c'est une sacrée école, surtout dans le monde où l'on vit. Mais ça leur fait du bien également. Ah, c'est assez unique, il faut le reconnaître. Ça n'est pas conforme aux modèles habituels. Mais quand tu regardes depuis combien de temps c'est comme ça, et est-ce que ça a donné comme résultat, tu vois, au final, ça fonctionne drôlement bien. Et si ça marche, je crois que c'est parce que ce mode de gouvernance, comme on dit à la télé, s'est fondé progressivement sur une connaissance intuitive
une intelligence collective et spontanée. Des lois qui régissent les relations entre les personnes. Une sorte d'anthropologie inconsciente des hommes de bonne volonté, qui fait émerger les bonnes pratiques et qui se transmet par l'exemple. Nos bénévoles d'aujourd'hui sont, pour une petite part au moins, des héritiers qui s'ignorent de ce savoir-être. D'ailleurs, depuis le 19e siècle, l'Église a fait l'observation de cette science sociale naturelle. Et on a fait une compilation pour proposer aux hommes, chrétiens ou non, des guides de conduite au sein de la société. Papa, maman, j'ai tout compris. Génial. J'espère que c'est en maths ou en français. Non, mais c'est aussi important. Maman, sais-tu pourquoi tu t'es engagée dans le GIEC? Je te l'ai déjà dit, pour rendre service. D'accord, mais c'est quoi rendre service? C'est aider le directeur à suivre le budget de l'école, c'est l'aider à recruter le personnel, surveiller les travaux, penser à l'avenir et plein d'autres choses encore. Oui, mais justement, tout ça pourquoi? Bah, je pense que tu vas nous l'expliquer puisque tu as tout compris. Ok, j'ai réfléchi. J'ai parlé avec la vieille chouette, Oh, Victor. avec Monsieur Hulot, et il m'a tout expliqué, maintenant c'est clair. Ah, tu m'en diras tant. Voilà. Toi et les autres bénévoles, et le directeur aussi, vous gérez ensemble l'école qui est un bien commun des familles. Vous le faites, tu le fais, avec tes qualités et ta propre vision des choses, car personne ne peut le faire mieux que toi. Toi, tu vis au plus près des besoins. Tu es dans le quartier, tu connais les gens. Bien sûr, heureusement qu'il y a des gens qui coordonnent le travail de tous les établissements et de tous les OGEC, qui les guident. Mais ça n'empêche que les mieux placés pour gérer sur le terrain, c'est toi, les autres deux OGEC et le directeur. Il paraît qu'on appelle ça de la subsidiarité. Si tu fais tout ça comme tu dis, c'est parce que pour toi, rien ne compte plus que de permettre à des enfants de devenir des adultes responsables, des hommes et des femmes dignes. Pour que tout le monde ait cette chance, le GIEC se débrouille pour que ceux qui le peuvent payent un peu plus pour ceux qui peuvent moins, et pour qu'il y ait des gens qui aident les enfants handicapés. Et là, il y a un scoop. J'avoue que la vieille Monsieur Hulot m'a plus qu'un peu mis sur la voie. J'aurais pas trouvé sans lui. Le scoop, c'est qu'au bout du compte, en agissant pour les principes de dignité de la personne humaine, de bien commun, de solidarité, de subsidiarité, tu agis exactement comme le demande la doctrine sociale de l'Église. Ça te sèche, hein? Ouais, je peux trouver ça sur internet, la doctrine sociale de l'Église? Oui, tu peux. Et c'est pas tout. Ça marche comme ça depuis super longtemps. C'est pas incroyable ce qu'ils ont fait les bénévoles l'autre fois pour servir à leurs écoles et pour qu'on puisse continuer d'y aller. Je te filerai le document que M. Hulot m'a donné. Au bout du compte, ce qui est important, c'est que la chaîne des gens qui s'engagent comme toi continue. Ce qui est marrant aussi, c'est que tout ce qu'ils ont livré comme combat et que tu fais aussi, ça colle plus que bien avec liberté, égalité, fraternité. En fait, tout ce que tu fais et que tu trouves un peu chiant, tu le fais pour servir l'Église et la France. C'est énorme! Et tu le savais même pas. Hé, ça brûle, mes lasagnes! Elle est bien ta mère.